Bienvenue dans votre nouvelle émission La chaise rouge du docteur. Aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur donc de recevoir, de vous faire découvrir monsieur Kalou Fernand. Il est de la catégorie des adultes et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai voulu vraiment lui donner l'opportunité d'échanger avec lui, de nous prêter donc à cet exercice que vous connaissez, habitué à écouter les questions venant donc de la population en général, des élèves, de nos amis, et c'est avec le même plaisir que je réponds sans tabou, sans filtre à leurs questions. Bienvenue encore une fois dans cette émission. C'est un réel plaisir pour moi. Soyez à l'aise, soyez rassurés. Présentez-vous et voilà, on commence l'émission sans tabou. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité à cette chaîne, à cette émission. Je me fais toujours le même plaisir de vous satisfaire et de rentrer dans l'univers donc de MAfrique, de SOS Docteur TV et de Dr Koudop. Merci. Merci, docteur. Mon nom, c'est Kalou Fernand. Je suis encadreur du club santé SOS Docteur TV du collège Notre-Dame des Apôtres, NDA Lomé. Je suis également enseignant des SVT au secondaire 2 dans cet établissement-là. Et c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau avec vous, docteur, pour vous poser quelques questions également. Alors, je m'en vais tout de suite vous poser la toute première question. Sans problème. D'accord. Alors, nous avons constaté, j'ai particulièrement constaté que autour de vous, vous avez une équipe de jeunes. Oui. Et également, lorsqu'on vous écoute parler, lorsqu'on vous écoute parler, lorsqu'on vous suit, on sent que vous avez un enthousiasme particulier pour la jeunesse, oui, pour nos jeunes. Alors, notre question, c'est quelle est la raison de cet intérêt-là? Pourquoi cet enthousiasme pour la jeunesse togolaise? Merci pour la question. C'est vrai que lorsque vous côtoyez un peu notre équipe, que ce soit au niveau donc de MAfrique ou bien de SOS Docteur TV, oui, on constate d'emblée que c'est une équipe de jeunes. Oui. Et pour moi, la jeunesse qui m'entoure me donne la force. Je rêve parce que pour moi, j'ai eu l'occasion, j'ai été un peu précoce, j'ai eu l'occasion donc d'avoir des responsabilités très tôt que j'ai assumé. Oui. Bien sûr, avant la trentaine, je faisais déjà des tours sur tout le territoire pour conduire des équipes médico-chirurgicales, des missions médico-chirurgicales. Et on était des jeunes médecins, de très jeunes médecins. Et même, ça va vous surprendre, on donnait l'opportunité, on donne toujours l'opportunité aux étudiants en 4e, 5e année de participer à nos missions médico-chirurgicales pour venir voir les réalités sur le terrain. Les aînés, nous sommes là, même au bloc, les nouveaux médecins, ils sont là, nous travaillons ensemble pour leur donner la main. Parce que nous avons l'opportunité de consulter, de soigner, d'opérer beaucoup de patients et là, ces jeunes apprennent. Et je suis très content parce qu'aujourd'hui, il y a des grands professeurs en ophtalmologie qui ont commencé avec nos missions sur le terrain. Et lorsque vous quittez ce côté, ce champ humanitaire et vous rentrez sur le côté professionnel, j'ai une équipe quasiment jeune. La moyenne d'âge est autour de 28 ans. 28 ans, la moyenne d'âge, une centaine de collaborateurs, la moyenne d'âge 28 ans parce que justement, la dividende démographique, je veux pleinement profiter de ces jeunes qui ont du talent. Justement. Et même l'équipe de réalisation qui produit cette émission, c'est 24 ans, c'est 25 ans, l'âge moyen. Donc pour moi, c'est un potentiel. Il faut les rassurer, leur faire confiance et les laisser travailler. Ils ont du potentiel, il ne faut pas attendre qu'ils aient 40 ans, 45 ans avant qu'ils occupent des postes de responsabilité. Et aujourd'hui, nous voulons faire encore mieux. Faire mieux, c'est la création de ces clubs dans les établissements où nous voulons donner la force, le travail, un encadrement aux jeunes apprenants qui sont déjà en classe de 6e, 5e, 4e, 3e et au lycée, seconde, première, terminale, de se responsabiliser très tôt. Donc pour moi, on va encore outiller, renforcer les capacités donc de ces jeunes apprenants dans les collèges, dans les lycées, pour qu'ils soient encore plus responsables. Parce que ailleurs, vous avez vu le président américain Donald Trump avec Elon Musk, ils ont créé
une cellule de réflexion pour démanteler les fraudes. L'âge moyen, c'était 20 ans. C'est ça. 17 ans, 18 ans, 21 ans, 22 ans. L'équipe intelligente, ce sont les jeunes. Lorsque le grand pays, une grande nation, une grande puissance comme les États-Unis s'appuie sur la jeunesse aujourd'hui, attention, nous qui avons eu la chance de côtoyer les premiers responsables dans ces pays, nous disons attention, nous devons transposer cette espérance sur notre jeunesse, les outiller pour qu'ils soient efficaces, qu'ils sachent très tôt que nous, adultes, nous avons confiance en nous. Et c'est ce qui me motive fondamentalement. Ce n'est pas des mots vains. Ce n'est pas des mots pour faire plaisir à ces jeunes que oui, nous avons confiance. Nous leur donnons déjà du travail en les responsabilisant à travers les axes que nous avons envoyés, nous avons rédigés dans ces documents qui sont ventilés dans tous les établissements du secondaire aujourd'hui au Togo. Voilà ce qui nous motive. Faites confiance à la jeunesse parce que demain, c'est aujourd'hui. Lorsque vous allez à Dubaï, on vous dit le demain de Dubaï se construit aujourd'hui. Le demain de Dubaï se construit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui qu'on doit se projeter dans le futur et dégager les lignes directrices. Et pourtant, ces jeunes qui sont dans les collèges et lycées, et moi j'ai découvert des potentialités en ces jeunes et je me dis, donnez-leur la possibilité de diriger, d'apprendre à se familiariser sur les règles de gouvernance locale, décentralisée. Lorsqu'ils seront des adultes demain, ils vont perpétuer ces bonnes pratiques acquises lors des bancs. Avec, bien entendu, votre encadrement, on pourra avoir des produits qui peuvent vraiment révolutionner la manière de construire notre pays, le Togo, l'Afrique et pourquoi pas le monde. Moi, j'ai foi. Parce que si nous n'avons pas confiance à la jeunesse, c'est comme si nous n'avons pas confiance à nos propres enfants. Un enfant qui naît, qui grandit, doit espérer aller loin. Et un bon parent doit toujours prier pour que son fils fasse mieux que lui. Donc moi, aujourd'hui, lorsque j'ai 4 enfants, mon rêve, c'est qu'ils deviennent comme moi, voire plus que moi, parce que justement, je pense que l'éducation qu'on leur donne, et les moyens qu'on met à leur disposition doivent leur permettre de faire mieux que ce que nous avons fait, ce que nous faisons, parce que nous n'avons pas eu toutes les aptitudes. Nous éduquons nos enfants avec les moyens aujourd'hui, dans l'espoir qu'ils fassent mieux. Donc faisons-leur confiance, ce sont nos progénitures, c'est eux qui vont nous soigner dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. J'ai fait juste un exercice. Un élève de CP1 qui a 4 ans, en 20 ans, 25 ans, il sera médecin spécialiste. Donc, lorsque moi je vois un petit de CP1 aujourd'hui en classe, avec la craie sur son visage, courir dans la cour, je vois un potentiel médecin qui va venir lorsque j'aurai 75 ans couché dans mon lit d'hôpital, venir me soigner parce qu'il a grandi et il a sa place. Donc, donnons de l'amour et de l'encadrement à nos jeunes apprenants très tôt, rassurons-leur que l'avenir, notre avenir, c'est dans leurs mains et leur donner les possibilités, les outils pour qu'ils s'arment de courage, d'abnégation, dans un élan de solidarité pour construire nos pays qui sont de jeunes nations, il faut le dire. 50 ans d'indépendance dans la vie d'une nation, c'est petit. C'est maintenant qu'on doit jeter les vraies bases de développement en nous appuyant sur la dividende démographique qui est à notre faveur aujourd'hui, parce que c'est la jeunesse qui construit un pays et c'est cette jeunesse qu'on doit responsabiliser, lui faire confiance et lui baliser le chemin pour pouvoir construire de façon durable et pérenne. Merci beaucoup, docteur. Très satisfait de votre réponse. Merci. Et je confirme que vraiment autour de vous, il y a toute une panoplie de jeunes gens, filles comme garçons, de très grande qualité et qui font du très bon travail. Une fois encore, mes félicitations. Et alors, je m'en vais vous poser ma deuxième question. Alors, vous parliez tantôt des États-Unis et je voudrais faire allusion au docteur Benjamin Carson, que vous connaissez certainement, de l'université Johns Hopkins aux États-Unis. Toutes ces personnalités-là sont des modèles pour ces jeunes, pour les jeunes justement dont nous parlons. Et chez nous au Togo ici, si vous pouvez me permettre, vous êtes également un de ces modèles-là dans le domaine de la médecine, dans le domaine du social et de l'humanitaire. Et ma question c'est, quel message, vu votre engagement, quel message vous avez
envers les autres aînés Oui. qui sont également dans divers domaines d'activité, que ce soit en médecine, en ingénierie, quel que soit le domaine. Quel message vous avez envers ces aînés-là pour pouvoir stimuler dans cette jeunesse-là l'habilité de rêver grand ou la capacité de rêver grand? C'est très bon. J'apprécie le contour, la manière dont vous avez habillé la question. Et je pense que ça a tout son sens. Il faut des modèles. Oui. On ne va pas dire de célébrer les modèles, non, mais nous devons valoriser les modèles. Oui. Et dans les autres pays, vous avez cité les États-Unis, au Japon, en Inde, on célèbre les modèles. Et c'est vrai qu'il y a des initiatives actuellement au Togo qui célèbrent les personnes innovantes. Je vais citer Togo Top Impact. Oui. J'apprécie énormément et je pense que nous devons faire mieux. Et faire mieux, c'est d'aller dans un mouvement d'ensemble. C'est ça. Et ce mouvement d'ensemble, nous avons essayé d'insuffler cette dynamique. Je vous donne 3 exemples. D'accord. Dans le projet des clubs santé que nous avons déroulé, institué, il nous est arrivé donc de faire le tour du Togo 2, 3 fois. Nous avons rencontré tous les professionnels de santé, de direction régionale, toutes les directions préfectorales, les directeurs préfectoraux ont été sensibilisés sur ce projet. Tous les responsables ou les points focaux, santé sexuelle reproductive, points focaux, j'allais dire VIH, tuberculose, points focaux, promotion de la santé, dans toutes les préfectures du Togo pour leur dire que au niveau des clubs santé, vous devez, en tant que leader, vous devez, en tant que premier responsable en charge des questions de santé de cette préfecture, descendre dans les établissements. Vous imaginez, je donne un exemple, dans le canton de Kabou, par exemple, dans le pays Bassa, vous allez voir qu'il y a un centre médico-social à Kabou. À 200 mètres, 300 mètres, vous allez voir qu'il y a un collège ou bien un lycée. Pour moi, la sage-femme doit aller au collège ou bien au lycée pour parler, pour aider les enseignants à parler aux élèves, aux jeunes filles sur les questions de santé sexuelle et reproductive, pour leur donner les éléments, les outils, l'information vraie pour freiner ces problèmes de grossesse non désirée. Et en allant dans ces établissements, c'est une manière de se présenter à cette jeunesse, à ces jeunes filles qui doivent voir en elles des modèles donc, de réussite et les inspirer pour qu'elles puissent aussi emboîter le pas. Vous allez voir, généralement dans nos sociétés, ces jeunes filles disent « Oh, là, je vais aller apprendre, je vais aller faire un apprentissage dans une clinique, dans un cabinet. » C'est interdit, il y a les écoles de santé. Donc, pour moi, c'est de tout faire pour que, justement, l'information aille aux jeunes. Et qui doit donner cette information? Ce n'est pas le Dr Kodom seul. Il doit faire le tour du Togo pour aller dans les écoles, dans les établissements, pour parler. Mais de façon décentralisée, nous avons des cadres dans toutes les préfectures qui doivent se présenter, parler de leur propre parcours. Voilà, je suis directeur préfectoral de Blita, d'Aneho, de Niamchougou, de Mango. J'ai eu mon bac à telle année, j'ai décidé de faire la médecine, j'ai fait 7 ans, je me suis spécialisé en santé publique pendant 3 ans. Aujourd'hui, je suis devant vous, mais avant qu'on m'affecte à Niamchougou ou bien à Blita, j'ai servi dans telle structure, et aujourd'hui, je me présente à vous pour vous donner des conseils, pour vous dire que c'est possible. Vous devez réussir. Nous avons travaillé quasiment dans les mêmes conditions, mais nous sommes là. Et c'est encore plus facile pour vous. Pour moi, c'est ce que nous devons faire. Et nous le faisons à notre manière, mais nous embrassons les autres entités pour que ça ne soit pas une seule hirondelle qui fait le printemps. Ce n'est pas possible. Pour nous, c'est de faire comprendre cette vision à nos collègues médecins et d'autres corps de métier pour dire, vous devez changer les paradigmes. Les jeunes aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, sont enclins à rentrer dans un monde qui peut venir retourner contre nous parce que nous devons les canaliser. Nous devons les ramener à une réalité avec des conseils, avec la sagesse que nous avons à leur dire, nous devons bâtir nos pays sur des bases saines. Nous devons profiter de notre dividende démographique, je le dis toujours, pour leur permettre de dire que l'avenir de l'Afrique doit se baser sur leurs compétences. Apprenez, maîtrisez
suivez les conseils des sages pour que vous puissiez avoir la latitude de diriger de façon saine demain. Si vous consolidez vos aptitudes dans les collèges, dans les lycées, à travers les clubs santé, je suis sûr que lorsque vous aurez votre master, vous serez plus enclin à travailler en équipe, à vous faire confiance et à bâtir une nation plus solide sur des valeurs républicaines, sur des valeurs de civisme pour bâtir sereinement notre pays et pourquoi pas l'Afrique et le monde entier. Parce que vous êtes jeunes, vous êtes nombreux, l'avenir vous appartient. Justement. Merci beaucoup, docteur. Très édifiante réponse. Et je veux profiter pour également lancer cet appel-là à ces aînés, à nos aînés, pour qu'ils puissent être beaucoup plus visibles, qu'ils soient beaucoup plus vocaux et porter votre voix auprès des jeunes Togolais, des jeunes Africains. Merci beaucoup, docteur. C'est un plaisir. Hein? Alors, vous l'avez mentionné, il y a ces changements qui affectent, qui touchent notre monde. Notre société est en pleine mutation. Et nous pensons quand même que malgré ces mutations, malgré ces changements, il y a certains principes de base qui peuvent garantir la réussite de notre jeunesse. Quel que soit leur background, quelle que soit leur situation, quel que soit l'environnement dans lequel ils se trouvent. Selon vous, quels sont les principes qui vous sont les plus chers, qui vous ont également aidé dans votre parcours et qui ont façonné votre personnalité et votre parcours? Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais d'emblée citer 3 éléments majeurs. D'accord. Le premier élément, c'est le travail bien fait. C'est-à-dire, quel que soit le domaine, vous devez faire le travail de façon professionnelle. Moi, je vous donne un exemple, je vous cite un exemple vraiment vrai, sincère. Lorsque nous allons dans nos missions médico-chirurgicales, j'ai l'habitude de... J'aime bien la culture de l'émulation aussi. C'est ça. Je décide très souvent de mettre un prix en jeu, le meilleur acteur lors de la mission. C'est-à-dire le meilleur travailleur, le meilleur acteur. Parce que c'est plusieurs entités qu'on rassemble pour faire une mission médico-chirurgicale. Il y a les chirurgiens, certes. Il y a les anesthésistes. Il y a les instrumentistes. Il y a le service de bouillanderie, c'est-à-dire pour stériliser le matériel, tout ça. Il y a justement les agents d'entretien. Nous opérons en moyenne 50-115 malades par jour. C'est un travail à la chaîne. Donc toutes ces entités doivent fonctionner. Et nous disons, ben, écoutez, c'est un travail à la chaîne. Moi, je veux voir quel maillon est très efficace. C'est vrai, vous êtes efficace, mais je veux voir encore le maillon qui est encore performant. Tenez-vous bien. Le maillon souvent le plus fort qui remporte les prix, ce sont les agents d'entretien. Oui, les agents d'entretien. Les agents d'entretien qui, dans le système, semblent être le plus bas de la chaîne, c'est eux qui remportent le prix. Pourquoi? Parce que ils sont dégourdis. Il suffit que le malade sorte, ils sont là, ils nettoient, ils stérilisent, ils essuient pour que le chirurgien puisse trouver vraiment un cadre, une table opératoire propre pour continuer l'intervention. C'est magnifique. C'est-à-dire, si la table opératoire n'est pas propre, le chirurgien ne peut pas s'habiller, venir commencer par travailler dans ces conditions qui ne sont pas propres, qui ne sont pas stériles, bien assainies. Donc, vous comprenez que à tous les niveaux, on peut exceller. Et c'est un exemple pour vous dire, vous pouvez être un agent d'entretien. Le fait de nettoyer correctement les carreaux, le fait d'anticiper en remettant les choses en ordre, les gens viennent dans votre structure, tout est propre, on apprécie, mais ce n'est pas le DG qui le fait, c'est vous à votre niveau, c'est vous qui le faites avec beaucoup de dextérité et d'engagement. Et c'est ça, c'est ce que nous apprécions. Pour moi, c'est le travail bien fait. Nous devons le cultiver, nous devons l'inculquer à la jeunesse. Le peu qu'on te donne, tu dois le faire, mais cela passe aussi par un aspect, et qui est le deuxième aspect important, c'est la prière pour pouvoir déceler le génie qui est en toi. Si vous êtes appelé à être agent d'entretien, c'est qu'en réalité, au fond de vous, vous aimez la propriété.
c'est que vous aimez la propriété, vous aimez le rangement. C'est ça. Si vous n'aimez pas la propriété et vous décidez d'être un agent d'entretien, c'est que c'est la catastrophe. Oui. Donc pour moi, il n'y a pas de saut métier. On le dit toujours, mais on ne sait pas comment le rendre pratique ou le valoriser dans la pratique quotidienne. Si vous aimez la propriété, vous êtes appelé à être un agent d'entretien. C'est-à-dire, lorsque il nettoie, il essuie, vous le voyez de lui, vous l'admirez, vous dites, vous voyez, voilà quelqu'un qui a le Dieu en lui. Il anticipe, il corrige, il nettoie pour que les autres viennent passer avec beaucoup de fierté, d'aisance. L'endroit est propre, mais c'est lui qui l'a fait. Et il le fait pour que vous venez passer avec beaucoup d'aisance. Et moi, c'est ça, ce sont les modèles que nous voulons donc forger au niveau de nos jeunes dans les établissements. Et c'est des projets, par exemple, c'est le 7e axe des clubs santé où nous avons mis le cadre de vie. Les toilettes doivent être propres. Vous allez dans certains services de nos administrations, mais vous ouvrez les toilettes, vous avez envie de les refermer. Tellement c'est sale. Et pourtant, c'est là où tout le monde va. Lorsque vous allez utiliser ces lieux, vous devez penser aux autres qui vont l'utiliser après. Et pour ça, je pense qu'il y a des valeurs, des aptitudes que nous devons transmettre à nos jeunes apprenants dès maintenant. Et ça se passe ici et maintenant, comme le slogan de Génie Imhotep. Il faut le faire. Il faut le faire. Ça, c'est le deuxième aspect où, si je résume, c'est de pouvoir prier beaucoup, s'interroger et se connecter à ce génie qui est en nous, qui nous permet de faire ce qui nous est destiné en réalité. Et lorsque vous découvrez ce génie-là et qui vous dit non, vous devez être un maçon, vous devez être un maçon décomplexé, un maçon ou bien un menuisier décomplexé, un caméraman décomplexé, un enseignant décomplexé, parce que c'est ce que vous aimez faire, c'est ce que vous avez décidé de faire, c'est ce que le génie qui est en vous a révélé. Et vous n'enviez même pas celui qui a une grosse voiture, parce que vous, le fait de voir les élèves en classe, chanter, rire, transmettre l'enseignement, l'éducation, vous êtes l'homme le plus épanoui. Pour moi, ce sont les valeurs que nous devons inculquer. Et ça, il faut le dire aux enfants, à nos jeunes frères, pour qu'ils sachent découvrir le génie qui est en eux pour choisir des filières qui vont les épanouir. Il n'y a pas de ce métier. Vous pouvez être un chaudronnier, vous pouvez faire de l'alu, vous pouvez être un infirmier et être plus épanoui qu'un médecin parce que vous êtes en contact avec le patient au quotidien pour lui donner les soins, être à l'écoute, pour remonter les plaintes de ce patient couché dans son lit parce que le médecin est dans le bureau, il reviendra que juste pour des consignes, des orientations, mais c'est toi l'infirmier qui doit au chevet de façon permanente pour écouter le patient, l'accompagner dans ces moments difficiles jusqu'à la phase de guérison. Donc pour moi, ce sont ces valeurs-là. Et le troisième, c'est l'audace. L'audace pour se dire que nous pouvons changer le paradigme. Nous pouvons changer le Togo. C'est ça. L'audace, c'est de dire que oui, si nos aînés n'ont pas pu faire, moi, je sens l'envie, j'ai envie, je ressens quelque chose, j'ai envie de changer les choses. Et donnons la possibilité à notre jeunesse de changer les choses. Voilà. C'est comme moi, aujourd'hui, je rêve que mes enfants découvrent, fassent des choses extraordinaires. Donc, à un moment donné, il faut que je laisse mes enfants agir, pour que je laisse les enfants travailler. Voilà ce que nous voulons pour nos progénitures. Et nous faisons donc l'exercice de nous ouvrir aux enfants des autres. Comme vous, enseignants, vous éduquez les élèves. Vous êtes proche de ces élèves. Vous voulez que ces élèves réussissent, voire même mieux que les vôtres. Pour leur avenir, vous êtes prêts à vous sacrifier. Donc, pour moi, cet exercice, ce que je fais aujourd'hui, c'est une manière de dire tout simplement que les enfants du monde sont nos enfants. Les enfants des autres sont d'ailleurs nos propres enfants parce que demain, le médecin qui va me soigner, ce n'est pas forcément mon enfant, c'est l'enfant de quelqu'un, c'est l'enfant d'un paysan qui est à Nié, c'est l'enfant d'une dame, d'une veuve qui est à Tandjouaré. Donc tous ces enfants, nous devons les voir dans un élan de solidarité, leur donner l'amour, l'attention nécessaire pour qu'ils soient des hommes complets, des hommes en bonne santé, responsables et épanouis pour pouvoir bâtir l'Afrique dont nous rêvons, l'Afrique déjà projetée à l'horizon 2053, qui permet à ce que nous puissions aussi nous lever pour parler devant les nations du monde, les autres nations du monde. Voilà l'Afrique dont nous rêvons et c'est ce que je conseille à mes jeunes frères, de rêver grand,
de croire en eux, de se dire qu'ils sont capables. Parce que nous avons essayé. Nous, avec nos petites initiatives, nous avons essayé. Imaginez qu'il y a 200, 300, 500 jeunes qui essaient de se démarquer dans les différents secteurs d'activité. On peut révolutionner considérablement nos sociétés. Et c'est cette audace que nous voulons que la jeunesse togolaise ait. C'est cette audace que nous voulons que la jeunesse africaine ait pour que nous puissions affronter le reste du monde dans un esprit de développement, dans un esprit de changement des paradigmes, pour que l'Afrique aussi soit un espace où il fait bon vivre, où les jeunes ne vont plus prendre les pirogues de fortune, les bateaux de fortune pour se faire engloutir dans la Méditerranée. Oui. Alors, merci beaucoup, docteur. C'est moi. Je profite pour lancer cet appel aux jeunes, chers jeunes, osez, le docteur l'a dit, connectez-vous à votre génie intérieur et aimez le travail bien fait. Merci beaucoup, docteur. Alors, ma prochaine question, nous sommes dans l'ère de l'intelligence artificielle et qui touche différents secteurs d'activité. Exactement. La médecine n'en échappe pas. N'est pas épargnée. Elle n'est pas épargnée. Et donc, ma question est celle-ci. Quel conseil ou quelle recommandation allez-vous faire aux futurs médecins ou aux jeunes médecins qui sont en formation ou qui veulent embrasser cette vocation de la médecine, surtout pour rester incontournable, pour ne pas être remplacé en quelque sorte par l'intelligence artificielle. Quel message ou bien quel conseil, quelle recommandation vous allez faire vis-à-vis de ces jeunes-là? Ce qu'il faut comprendre de l'intelligence artificielle, c'est qu'il s'agit de la programmation. C'est ça. Donc, aujourd'hui, les gens ont réfléchi, ont pensé le monde à leur manière pour que ces nouveaux maîtres s'imposent à l'humanité. C'est ça. C'est-à-dire, ce sont des programmations. Oui. Donc, ils vont mettre des programmes pour que le robot soit gentil. Vous voyez, que l'intelligence artificielle puisse permettre à ce que les robots soient sensibles à comment tu vas, même c'est un ordinateur qui parle, interagisse, mais ce ne sont pas des humains. C'est ça. Donc, il faut tout faire pour ne pas déshumaniser donc, la médecine ou la pratique médicale. Donc, pour revenir, pour recentrer sur votre préoccupation, et si je comprends dans le contexte médical, c'est qu'il faut tout faire pour ne pas déshumaniser donc, la pratique médicale. Pour que l'intelligence artificielle ne vienne pas prendre tout le dessus sur la pratique médicale. Pour cela, il faut investir sur la qualité des médecins que nous voulons avoir à l'horizon 2050, à l'horizon 2040, à l'horizon 2030. Et 2030, c'est dans 5 ans. Oui. Donc, les étudiants qui sont en médecine aujourd'hui, en deuxième année, doivent se dire, attention, nous sommes menacés par une ère de technologie où l'humain risque justement d'être relégué au service donc des robots. Et lorsque vous voyez un peu le problème, je l'explique souvent, le problème de la vieillesse de la population européenne, ben, cette technologie sied à leur environnement. Mais aujourd'hui, l'Afrique, on a encore des jeunes qui ont besoin de l'emploi, on doit développer de la richesse pour l'employabilité donc de ces jeunes, de ces médecins, de ces infirmiers, de ces sages-femmes. Donc nous n'avons pas trop besoin de ces outils hyper sophistiqués pour remplacer le capital humain que nous avons. Mais ceci dit, ce capital humain doit être à la hauteur des attentes et des aspirations, des changements qui s'opèrent dans le monde. Justement. Sinon, si vous n'êtes pas compétent, moi je vais amener un petit robot à la clinique pour aider les patients pour être bien guéris, parce que c'est la préoccupation majeure, la guérison de mes patients. Mais si j'ai des personnes qui ont de la compétence, je ne vais jamais prendre un robot pour venir soigner un malade chez moi. Donc, nous sommes à un carrefour où nous devons réfléchir. J'apprécie fortement votre question. Nous devons réfléchir parce qu'il y a une menace qui est là. Est-ce que nos jeunes imaginent le danger que la société court? Un robot fait le travail de 5, 6, 7, 8, 10, 20 personnes. Donc, si nous devons aller consommer tous ces outils qui s'imposent à nous, je vous dis que la jeunesse africaine sera de plus en plus désœuvrée parce que tout sera robotisé et on ne pourra pas donc utiliser ou bien
profiter de cette dividende démographique. C'est ça. Donc, pour moi, c'est bon. L'intelligence artificielle, ça s'impose à l'humanité, Oui. mais nous avons encore de la ressource humaine qui nous permet aujourd'hui de ne pas tout consommer. C'est ça. Parce que nos sociétés sont fragiles. Après 50 ans d'indépendance et une jeunesse qui constitue près de 52-53% de la population qui a moins de 25 ans, je pense qu'elle doit prendre conscience de ce potentiel et nous, surtout adultes, de leur rassurer très tôt. Écoutez, l'avenir de l'Afrique, l'avenir du Togo, c'est vous. Oui. Et nous préparer à céder la place pour qu'ils puissent prendre les rênes de la gouvernance à au niveau à tous les niveaux, que ce soit au niveau politique, administratif, social, culturel. Il faut céder la place aux jeunes à un moment donné pour qu'ils puissent s'exprimer et faire valoir leur potentiel et leur génie créateur. C'est ça. Merci beaucoup, docteur. Oui. Vous prenez vraiment très bien et je suis très satisfait de votre réponse parce que certains jeunes, sinon beaucoup de jeunes déjà se sentent menacés peut-être par cette technologie qui est quand même une bonne chose, mais il faut donc faire la part des choses comme vous l'avez très bien expliqué. Alors ma dernière question pour vous, vous êtes médecin interniste, vous êtes engagé dans plusieurs activités, dans plusieurs actions sociales, des actions humanitaires. Alors ma question est celle-ci, si vous devez reprendre votre parcours, est-ce que vous aurez choisi la médecine? Et même si vous aurez choisi la médecine, est-ce que vous aurez choisi la même option ou la même filière que vous pratiquez présentement? C'est vrai que lorsqu'on a un parcours comme le mien, ça serait malhonnête de regretter. Parce qu'on a eu beaucoup de chance, beaucoup de grâce de réaliser des actions. Et donc pour moi, dire de reprendre, c'est comme si je n'étais pas satisfait de ce que le bon Dieu m'a donné de faire. Moi, je suis très épanoui. Et d'ailleurs, vu mes occupations, mes multiples tâches, je me sens très épanoui et équilibré. Et donc, dans ce sens, je pense que s'il fallait recommencer, j'allais faire pratiquement la même chose. C'est ça. Oui, j'allais faire la même chose. Pourquoi? Parce que il faut être fier de ce que Dieu nous a permis de faire. Moi, déjà en classe de première, j'avais à peine 16 ans, 17 ans. J'avais déjà construit ma personnalité parce que je l'ai découvert. J'ai déjà découvert ma personnalité, j'avais envie de faire la pratique médicale. Et donc, pour moi, aujourd'hui, dès lors que quelqu'un découvre sa personnalité, ce qu'il est venu pour faire, la mission plus ou moins qu'il doit accomplir, après 21 ans de vie professionnelle et les résultats que nous avons, franchement, je pense que je ne regrette pas. Ceci dit, il y a des choses qu'on n'a pas pu réaliser et laissons la place à nos jeunes de le faire. C'est d'outiller nos jeunes, c'est de rassurer nos jeunes, c'est de communiquer avec les jeunes en étalant nos difficultés, nos insuffisances et leur dire, écoutez, nous n'allons pas toujours occuper l'espace, nous n'allons pas vous barricader, vous faire ombrage. Voilà les réalités, voilà les enjeux. Nous allons ensemble vous outiller pour venir faire mieux que nous. J'ai des enfants, ce que je n'ai pas pu peut-être réaliser de façon extraordinaire, j'aimerais bien que mes enfants le fassent. Ceci dit, mes enfants ne sont pas l'humanité. Il faut donner la chance à d'autres enfants partout de saisir les opportunités que l'univers nous donne. Et c'est ce qui nous pousse à nous engager dans les clubs santé pour que tous les enfants du Togo, puissent profiter de ce que nous avons pu avoir comme expérience et consigner dans des documents qu'ils peuvent exploiter. Merci à vous également de nous soutenir dans cet élan pour pouvoir transmettre quelque chose pour les générations présentes et futures. Et c'est ça que je pense que nous devons faire. Pour ne pas dire qu'on regrette quelque chose, non, on a fait le peu que nous pouvons faire, mais nous avons encore d'autres aptitudes, ce qui sont celles de pouvoir transmettre le peu que nous avons eu comme expérience pour que ça édifie la jeunesse présente qui peut relever donc les grands défis de développement de notre continent. Balisons le terrain à la jeunesse,
travaillons de façon à ce que nous ne soyons pas un obstacle à l'épanouissement de notre jeunesse pour que cette dernière puisse prendre ses responsabilités très tôt. Imaginez, rêver l'Afrique, rêver le Togo comme ils veulent pour pouvoir donc assurer le développement de nos chères petites nations, nos pays qui viennent, je le dis toujours, 50 ans dans la vie d'une nation, 60 ans dans la vie d'une nation, c'est peu. Maintenant, changeons le paradigme pour que la jeunesse prenne ses responsabilités et qu'elle puisse bâtir l'Afrique ou nos pays comme ils le rêvent. Merci beaucoup, docteur. Je suis vraiment ravi et je suis encouragé, fortement encouragé par vos réponses. Et je ne peux que vous souhaiter longue vie, beaucoup de très bonne santé et que Dieu fasse que les bons collaborateurs vous entourent et que le travail que vous faites puisse prospérer et se pérenniser. Merci pour le bien de nos populations, pour le bien donc de nos jeunes. Justement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous aussi pour ces questions et surtout l'ouverture d'esprit que vous avez eue à travers vos commentaires et questions. C'était avec beaucoup de plaisir que je me suis presté donc à cet exercice. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis encore une fois dans votre émission La Chaise Rouge. Merci à tous les collaborateurs, ceux qui sont derrière l'écran, les techniciens. Merci à tout le système éducatif qui soutient donc ce projet. Je vais citer ici les directeurs régionaux de l'éducation, les chefs d'inspection, les chefs de division de vie scolaire, les inspecteurs de discipline, les encadreurs, les proviseurs, tout l'appareil éducatif qui nous accompagne dans cette dynamique. C'est à nous de vous épauler en tant que professionnels de santé, sans oublier les autres ministères partenaires qui sont engagés aussi dans ce projet. Je vais citer le ministère de la Santé et de l'Action, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministère de l'Action sociale et le ministère donc des Sports et des Loisirs. Merci à vous tous. Soyez toujours connectés sur votre chaîne SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Et un dernier mot, si vous en avez, pour les téléspectateurs et les élèves. Soyez branchés sur SOS Docteur TV et soyez engagés également dans vos clubs santé SOS Docteur TV dans vos différents établissements. Merci. Et portez-vous bien. À la prochaine. Même rendez-vous, même heure. Et vous le savez, M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations. SOS Docteur TV, votre santé et bien-être, notre priorité.